Donc, bonjour et bienvenue à La Transition s'invite, événement qui nous invite à se rassembler pour apprendre, co-créer et propulser la transition sous toutes ses formes pour développer de nouveaux savoirs et amplifier le pouvoir d'action des jeunes et des adultes. La Transition s'invite se déroule du 21 au 23 février 2022. L'événement s'inscrit dans le cadre de la démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique offerte aux écoles secondaires, ainsi que dans la lignée du Pacte de l'école québécoise, notre appel à l'engagement et feuille de route pour accélérer la transition écologique à l'école. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre au www.lab22.org. Je me présente, Katia Deschênes, conseillère à la transition écologique au Lab 22. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci également à DJ NQC, que vous avez entendu en ouverture, un jeune producteur de musique qui est à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Avant de vous présenter notre invité mystère, j'ai quelques petits rappels et consignes techniques à vous partager, à savoir de vous renommer en inscrivant votre nom complet et celui de votre école ou organisation s'il y a lieu. Pour les questions, vous avez deux options. Pour les questions écrites, on vous invite à les écrire dans le module Q et R, qui se trouve dans le bas de votre écran. Et pour les questions que vous voulez poser de vive voix à notre invité, je vous invite à lever la main. Le bouton se trouve également en bas de votre écran et à attendre qu'on vous donne l'accès panéliste. Donc, on va vous nommer et une fois que ce sera fait, on vous invite à ouvrir votre micro et votre caméra et de poser vos questions. Pour tout commentaire, vous pouvez bien sûr utiliser le clavardage en tout temps. Et enfin, je porte à votre attention que l'activité est enregistrée. Il est maintenant temps de vous présenter notre invitée, qui est nulle autre que Mme Marie-André Mauger, membre du comité exécutif de Projet Montréal et responsable de la transition écologique et de l'environnement à la Ville de Montréal. Mme Mauger a été élue dans l'arrondissement de Verdun en 2013. Elle a effectué 2 mandats comme conseillère d'arrondissement dans le district Desmarchais-Crawford avant de devenir, en novembre dernier, mairesse de l'arrondissement de Verdun. Une première pour cet arrondissement de voir une femme au poste de mairesse. La réduction de notre empreinte écologique et notre adaptation face au changement climatique sont au cœur de l'engagement politique de Mme Mauger. Nommée membre du comité exécutif en novembre 2021, elle est désormais responsable de la transition écologique et de l'environnement à la Ville de Montréal. Bonjour Marie-André, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Katia, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Super. Donc, je vais vous laisser d'abord peut-être nous parler un peu de ce que vous faites et dans le cadre de vos fonctions à la Ville de Montréal et aussi comme mairesse d'arrondissement et aussi nous partager un peu votre vision de la transition écologique. Puis par la suite, nous pourrons ouvrir la discussion avec le public. Donc, j'invite le public à préparer ses questions. Donc, je vous cède la parole.
Merci beaucoup. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous dire, vous pouvez me tutoyer et m'appeler par mon prénom, tout le monde. Je ne suis pas une madame. J'aime ça. Je me suis engagée en politique parce que j'avais envie d'un travail engagé, justement. Et je suis arrivée à Verdun il y a 20 ans, puis j'avais envie, j'adore mon arrondissement à Montréal, puis j'avais envie de participer à la destinée de l'arrondissement. Et c'est comme ça que je me suis intéressée un petit peu plus à l'actualité municipale parce que je suis aussi, j'étais devenue une écolo par les voyages que j'ai faits. J'ai pris conscience de notre empreinte écologique. J'ai voyagé, entre autres, dans des pays très pauvres en Asie où il n'y avait même pas de système de collecte des déchets. Alors là, je le voyais, les déchets et ce qu'on produit comme matière qu'on ne valorise pas. Donc, quand je suis revenue, j'ai découvert l'organisme équitaire, la campagne Un geste à la fois. Puis là, je suis devenue plus consciente de qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, comme citoyenne, pour réduire l'empreinte écologique. Et j'ai voulu pousser plus loin cet engagement-là vers l'engagement politique. Bon, Katia l'a nommé avec Projet Montréal en 2013. Et puis, j'ai été élue donc conseillère municipale à 2 reprises. Et puis, à la dernière élection, j'ai décidé de pousser encore plus loin mon engagement et j'ai été élue au poste de mairesse d'arrondissement et par la suite nommée par la mairesse de Montréal au comité exécutif. Donc, pour moi, c'est comme un grand privilège d'être responsable de la transition écologique et de l'environnement pour la ville de Montréal, mais en même temps, c'est une tâche titanesque. Donc, j'aborde cette tâche-là, disons, je vous dirais, à deux niveaux. Moi, je conçois la transition écologique comme il y a la lutte au GES, donc de la réduction de nos gaz à effet de serre. Et pour vous dire un peu qu'est-ce que c'est quoi les gaz à effet de serre, j'ai lu une description un petit peu qui vulgarisait ça, puis je trouvais ça intéressant. On dit les gaz à effet de serre, ça agit comme un manteau autour de la planète. Et si on n'avait pas les gaz à effet de serre autour de la Terre, il ferait trop froid pour que la biodiversité s'y développe. Mais s'il y a trop de gaz à effet de serre, là, on crée un réchauffement climatique, il fait trop chaud. Et donc, c'est une question d'équilibre. Donc, on ne veut pas éliminer tous les gaz à effet de serre, mais en ce moment, on en a trop et on voit qu'avec la tendance actuelle, à l'échelle planétaire, on augmente beaucoup trop nos gaz à effet de serre, ce qui fait qu'on réchauffe la température de façon générale et ça entraîne toutes sortes d'aléas climatiques qu'on appelle. Donc, on voit l'augmentation moyenne des températures. On voit, par exemple, nos étés sont de plus en plus chauds. On a plus de canicules, plus de sécheresse. On a aussi des épisodes de pluie abondante. Des tempêtes destructrices. Donc, il faut, à l'échelle des villes, développer notre résilience pour faire face à ces aléas climatiques. Donc, ça veut dire, pour la ville de Montréal ou pour toute municipalité, c'est la réduction des îlots de chaleur, parce que quand on a des épisodes de chaleur intense, mais là où il y a beaucoup d'asphalte, beaucoup de béton, peu d'espace vert, peu d'arbres, ça veut dire qu'il va faire vraiment, vraiment chaud. Et donc, les personnes vulnérables vont souffrir davantage de ça quand on n'a pas la climatisation, quand on n'a pas des logements qu'on appelle traversants, donc mettons avec une fenêtre en avant, une fenêtre en arrière où on peut créer un courant d'air. Donc, quand on sort dehors et qu'on va faire ses courses à pied, on n'embarque pas dans sa voiture climatisée, bien, on va souffrir davantage des îlots de chaleur. Et puis, les personnes qui ont des troubles respiratoires, les bébés, les personnes aînées aussi vont être plus sensibles, des fois de développer des troubles respiratoires comme de l'asthme, par exemple. Donc, on travaille là-dessus. Quand on parle aussi de pluie abondante, mais ça veut dire que nos systèmes d'égout dans les municipalités ne fourniront pas à la tâche. Donc, l'eau va s'accumuler dans les rues, dans les parcs, des fois même les canalisations vont déborder dans les propriétés. Donc, on a le devoir d'aménager les villes pour qu'il y ait des zones où on va pouvoir accumuler de l'eau. Donc, on parle des fois de Water Square, où donc c'est des jardins d'eau, des fois des points bas dans des parcs où l'eau va pouvoir s'accumuler pour éviter les surverses. Parce que les surverses, elles vont des fois aller dans nos sous-sols quand on habite un endroit où il y a un sous-sol, mais il y a aussi que la surverse s'en va dans nos cours d'eau.
Donc, le fleuve Saint-Laurent, c'est un endroit où il y a beaucoup de surverses. Puis, on essaie de développer en même temps un meilleur accès aux berges. Et à Verdun, on a la plage. Plusieurs personnes en ont entendu parler. Mais le projet de plage de Verdun, ce qui est super intéressant, on peut voir la partie récréative, mais il y a toute une facette cachée de ça où on s'est beaucoup questionné sur c'est quoi la qualité de l'eau, où sont les rejets d'eau au fleuve en amont de la plage et quand est-ce qu'il y a des rejets d'eau au fleuve et comment on peut les corriger. Donc, le fait d'amener un peu un volet récréatif aux berges nous amène aussi à améliorer la qualité de l'eau de façon générale, pas seulement pour que l'humain en profite en allant à la plage, mais pour que tous les écosystèmes en profitent. Parce que ce qu'on voit avec le temps, c'est comme si l'humain était devenu super puissant, comme le super-héros au sommet de la chaîne de tous les êtres vivants. Et les changements climatiques, ce qui nous montre, c'est qu'il faut revenir à plus d'humilité aussi, se rendre compte qu'on a besoin des insectes, on a besoin des hirondelles qui mangent les insectes, on a besoin des couleuvres brunes, on a besoin de toute une chaîne d'êtres vivants. Les arbres font partie des êtres vivants. Les arbres sont les êtres vivants qui vivent le plus longtemps que les humains, bien sûr. Ils peuvent vivre des centaines, même des fois des milliers d'années. Donc, il faut reprendre conscience de la place de tous les êtres vivants dans nos écosystèmes pour assurer notre résilience. Donc, c'est tout un travail dans des grandes administrations comme une ville d'amener tous les services à prendre conscience de ça, puis à dire, bien, quand on refait une rue, il faut être conscient de la gestion des eaux de pluie. Puis, quand on aménage un parc, bien, il faut être conscient de créer un point bas pour accumuler de l'eau. Les cours d'école, c'est la même chose. Et c'est un peu la mission que je me donne de travailler à rendre notre ville donc plus résiliente et à réduire nos GES. Donc, j'ai fait un grand détour pour vous dire, j'aborde la transition écologique sous deux grands volets, réduction des GES, puis réduction de notre empreinte écologique. Puis l'empreinte écologique, bien, c'est aussi notre production de déchets et notre consommation de biens et de matières. On sait qu'on produit à l'échelle du monde à peu près 100 milliards de tonnes de matériaux chaque année. On a augmenté par un facteur de 8 notre consommation de matière dans le dernier siècle. Donc, ça a des limites. On consomme plus vite que ce que la planète est capable de renouveler comme ressources. Puis, on produit beaucoup, beaucoup de déchets. Et donc, il faut réduire à la source notre production de déchets. Réutiliser, j'allais dire le réemploi. J'allais vous amener vers la hiérarchie des 3 RV qu'on appelle. Donc, réduire, réutiliser, recycler ensuite. Des fois, on se dit, ah, ça, c'est recyclable. Non, mais avant d'être recyclable, c'est comme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux le réutiliser? Après, je le recycle et je le recycle pour qu'il soit valorisé. Et à la toute fin de ça, on va aller vers l'élimination à l'enfouissement. C'est aussi un changement de paradigme qui touche les habitudes. Alors, j'ai essayé de vous mettre la table un petit peu pour stimuler vos questions que je suis prête à écouter. Et je vous redis, vous pouvez me tutoyer et m'appeler par mon prénom. Parfait, Marie-Andrée. Donc, merci. On a entendu plusieurs choses intéressantes, effectivement. Donc, au niveau d'atteindre, de réduire ces GES, la Ville de Montréal souhaite éventuellement atteindre la carboneutralité. C'est un grand défi, je crois, dans une perspective là, de 2050. J'étais pour vous demander, c'est sûr que vous avez nommé des pistes de solutions, comme quand vous avez parlé là, de réaménager les berges de la plage pour faire la plage à Verdun, donc de prendre conscience que quand on fait une action, bien, on peut déjà avoir ce souci de réduire son impact en faisant cette action-là. Mais la Ville ne pourra certainement pas faire ça tout seul. Elle va avoir besoin de ses citoyens, là, que ce soit la Ville de Montréal ou une autre municipalité à travers la province du Québec. Justement, comment croyez-vous qu'on pourrait rapprocher les instances municipales des citoyens engagés ou comment on pourrait mieux travailler avec les citoyens pour comme, arriver là, à adresser tous ces gros enjeux qui nous attendent? Oui, c'est une très bonne question. On a besoin de tout le monde, en fait. Tout le monde est acteur de la transition écologique, donc ça va de individuellement nos choix de consommation, nos choix de déplacement aussi.
comment on se déplace. Est-ce qu'on y va à pied, à vélo, en transport collectif? Est-ce qu'on essaie de délaisser la voiture et que quand on prend la voiture, est-ce qu'on évite d'être seul dans la voiture? Là, je parle pour les adultes, là, comme les enfants, en général, vont être avec leurs parents dans l'auto. Mais donc, quand on utilise l'auto, est-ce qu'on est au moins plusieurs personnes et est-ce que c'est un trajet qu'on aurait pu faire par un autre mode de transport actif, collectif, qui génère beaucoup moins de gaz à effet de serre? Il y a plein d'exemples aussi, pratiquer l'agriculture urbaine aussi, d'aller vers des achats d'aliments où on achète le plus local possible et on achète des produits issus d'une agriculture durable. Donc, ça veut dire l'agriculture biologique, mais des fois, ce n'est pas nécessairement obligé que ce soit certifié bio, mais quand on va dans un verger tout près de chez soi, ou en tout cas à 100 km dans un rayon, et qu'on sait qu'il y a le moins d'arrosage possible, et on connaît les conditions de production de notre pomme par rapport à celle qu'on achèterait qui vient du Chili, qui a une forte empreinte écologique parce qu'il a voyagé beaucoup, et on ne sait pas les conditions de culture de cette pomme-là, ni les conditions des travailleurs. Parce que quand on a cette perspective, quand on parle du développement durable, c'est que pour chacune des décisions qu'on prend, à toutes les échelles, on se pose la question de quel est l'impact environnemental, quel est l'impact social et quel est l'impact économique. Donc, des fois, oui, j'accepte de payer plus cher parce que je comprends qu'il y a un impact environnemental et social positif. Donc, acheter un café équitable, notre café vient de loin, mais on s'assure que les conditions de culture sont justes pour le travailleur qui va bien gagner sa vie et qui sont environnementalement aussi saines parce qu'il n'y a pas un épandage de pesticides. Fait que c'est cette prise de conscience-là avec une accélération dans le changement des habitudes parce que vous l'avez nommé, on veut aller vers la carboneutralité en 2050, mais on a une cible intermédiaire. On veut réduire nos GES de 55 d'ici 2030. Et c'est une réduction de 55 par rapport au niveau de 1990. Donc, par exemple, à Montréal, on est aujourd'hui à peu près à 11 000 kilotonnes de GES par rapport au niveau de 1990, qui était à peu près à 16 000 kilotonnes. Et on doit se rendre à 7 000 kilotonnes de GES en 2030. Ça veut dire 7 000 millions, excusez-moi, c'est des mégatonnes. Donc, on doit réduire de 7 000 millions de tonnes GES en 8 ans. Ça veut dire qu'on va le faire une tonne à la fois, là, mais à un moment donné, il va falloir aussi des coups de barre. Il va falloir y arriver il va falloir donner des grands coups. Et ça, ce n'est pas seulement nous individuellement, c'est aussi les industries, les commerces. Donc, il ne faut pas que l'ampleur de l'objectif nous paralyse. Et ça, c'est une chose aussi, on parle beaucoup d'éco-anxiété. C'est important c'est un peu comme un travail scolaire, il faut le subdiviser en plus petits objectifs et dire, bien, moi, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui m'appartient pour que collectivement, on atteigne l'objectif. Mais si on regarde l'éléphant, là, il est tellement gros que ça peut être décourageant. Mais si je reviens dans les petites actions, en ce moment, il y a le défi GEST pour les 13-17 ans. Donc, GES, TES. Donc, et ça, cette année, c'est sur le thème de l'alimentation. Fait que je trouve que c'est une bonne façon d'aborder à notre échelle, donc, comment on peut changer, par exemple, par ses habitudes d'alimentation. L'alimentation comporte quand même une empreinte écologique importante, là. Pas autant que les transports, mais c'est vraiment pas négligeable. Donc, ça, je pense que c'est comme un filon à explorer là, pour les élèves du secondaire. Je pense que le défi GEST, c'est très intéressant pour juste développer sa connaissance autour de la transition écologique. Pour les jeunes, bon, ça s'adresse ce défi aux jeunes Montréalais exclusivement, mais pour les jeunes Montréalais qui nous écoutent, qui sont là, vous pouvez donc taper défi GEST sur votre moteur de recherche et ça va vous amener là et c'est une application et vous vous engagez à prendre des gestes à tous les jours. Donc, il y a des prix associés à ça, donc c'est super intéressant. D'ailleurs, vous parlez justement de l'éco-anxiété puis de ne pas voir l'ensemble parce que là, ça peut être paralysant parce que c'est tellement gros. Les défis
défis qu'on ne se sent peut-être pas nécessairement outillé pour les affronter. Pourtant, on parle de petits gestes et de se mettre dans l'action à notre niveau. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est le niveau municipal, en fait, parmi tous les niveaux de politique, en tout cas selon moi, qui permet aux citoyens, en fait, où les citoyens ont le plus d'influence. Et pourtant, on a eu les dernières élections municipales, le taux de participation n'a pas été très élevé, mais particulièrement chez les jeunes. Donc, pourtant, il y aurait un pouvoir d'action là, à aller chercher. Est-ce que, en fait, comment, selon vous, on pourrait susciter un plus grand intérêt des jeunes à s'impliquer au niveau soit de la politique municipale ou encore voire même de leur quartier ou de leur arrondissement à la vie communautaire? Comment on pourrait susciter leur participation? C'est une bonne question. Il y a des hypothèses diverses sur le faible taux de participation aux élections municipales par rapport aux élections provinciales ou fédérales. Une des hypothèses, c'est le fait que les élus municipaux sont peu médiatisés, donc parce qu'on en entend peu parler. Moi, je sais, pour faire des milliers de rencontres en porte-à-porte, souvent les gens sont comme, c'est qui le maire à Verdun? Puis, ils savent le nom de leur maire ou mairesse de Montréal, mais ils ne savent même pas des fois, exemple, à Verdun, il y a 7 élus municipaux, 6 conseillers, puis un maire ou mairesse d'arrondissement. Mais tout ça, c'est sous-connu, méconnu, je devrais dire. Ça commence dans les écoles. Puis on essaie d'aller dans les écoles, des fois, d'aller faire une tournée. Puis des fois, dans les milieux scolaires, même la porte n'est pas toujours ouverte parce qu'on a peur de politiser. Parce que, tu sais, qui dit, les élus municipaux, ça veut dire, des fois, ils sont indépendants, des fois, ils font partie d'un parti politique. Donc, c'est toujours délicat, mais je sens qu'à la base, les gens ne savent pas que font les élus municipaux, qui sont-ils? Donc, on a un travail de communication à faire en continu parce que c'est le palier de proximité. Nous, on a tous les élus municipaux ont 10 rencontres publiques par année avec une période de questions des citoyennes et des citoyens. Donc, on est le gouvernement le plus accessible, vraiment le gouvernement de proximité. Puis, des fois, quand il y a des problèmes par rapport aux hôpitaux ou aux écoles, on vient m'interpeller en arrondissement parce que les citoyens trouvent que, malgré tout, c'est plus facile de me rejoindre moi que de rejoindre des fois leurs députés parce qu'ils n'ont pas une séance publique 10 fois par année. Mais en toute contradiction, il y a l'inverse aussi, où on ne nous connaît pas. Puis des fois, on ne se déplace pas pour aller voter parce qu'on ne sait pas qui se présente. Alors, il y a comme un effort à faire de part et d'autre, que les citoyens se renseignent, surtout à l'ère d'Internet, c'est facile. On cherche élu avec le nom de sa municipalité, on tombe sur une page d'un site, on est sur les médias sociaux, on est beaucoup plus facile à joindre qu'avant. Il y a plus d'infos sur la démocratie municipale, mais ça reste vraiment un défi, ça, je le reconnais. C'est plein de défis, mais est-ce qu'il y a à votre connaissance, je sais qu'il y en a à Montréal, mais des instances particulières dans laquelle les jeunes peuvent acquérir une expérience démocratique intéressante tout en pouvant déployer des actions concrètes? Je pense par exemple à des forums jeunesse. Il y a certaines instances qui existent dans lesquelles les jeunes peuvent ou pourraient s'impliquer pour avoir une portée sur leurs actions. Oui, c'est sûr qu'à la ville de Montréal, comme on est une grande ville, près de 2 millions de population, on a plusieurs instances. Il y a le Forum jeunesse, il y a le Jeune Conseil, il y a le Conseil jeunesse de Montréal. Puis avec le Conseil jeunesse de Montréal, on a créé des conseils jeunesse dans les arrondissements. Puis Verdun, en 2015, a été le premier arrondissement à créer son conseil jeunesse pour les 12-25 ans. Ils sont une bonne dizaine de membres. Fait que ça, c'est super intéressant. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée, les conseils jeunesse. Après, il y a aussi un outil intéressant, je trouve, qu'il y a les coops de travail l'été. Je trouve que aussi, là, c'est une belle porte d'entrée pour les jeunes à s'intéresser de plus près à leur municipalité, puis à qu'est-ce qu'ils font, puis comment ça s'organise la municipalité. Puis des fois, c'est ça qui va sortir les antennes vers d'autres implications. Mais je dirais que la plus intéressante à ma connaissance,
ça vient des conseils jeunesse. Puis ça, c'est à la portée de toutes les municipalités du Québec de créer une instance qui est pleinement autonome. C'est-à-dire que nous, notre conseil jeunesse de Verdun, choisit les thématiques sur lesquelles ils veulent travailler. Ce n'est pas nous, comme conseil d'arrondissement, qui leur disons quoi faire ou ce sur quoi on veut les entendre. Ils ont la pleine liberté d'agir selon leur propre thématique qui les motive. Ils peuvent même aller au-delà des thématiques municipales. Alors, c'est vraiment une belle porte d'entrée, je pense, pour connaître les rouages. Oui, c'est ça. Qui voudraient s'initier peut-être à la vie politique et démocratique. En terminant, Marie-André, si vous aviez un message à donner aux jeunes pour les encourager à s'impliquer dans la vie de leur quartier ou d'arrondissement, quel serait-il? Bien, j'aurais envie de revenir à la transition écologique. J'aurais envie de dire, moi, comme élue responsable de la transition écologique et de l'environnement, puis comme mairesse, moi, je trouve ça important que les citoyens et citoyennes soient des ambassadeurs d'une cause. Et j'aurais envie de les voir embrasser la cause de la transition écologique et nous mettre, donc, d'adopter des comportements qui sont exemplaires. Par exemple, de dire chaque fois que je prends un contenant à usage unique, est-ce que son cycle de vie va être de moins de 30 minutes? Tu sais, je vais me chercher un café, un thé dans un endroit. Est-ce qu'au bout de 30 minutes, je cherche une poubelle ou je mets ça au recyclage parce que je veux me donner bonne conscience, mais je vais contaminer le recyclage parce que dans les faits, ce n'est pas recyclable. Exemple, des pailles et tout ça. Donc, j'ai le goût de dire, croyez au changement de comportement et allez-y vers éviter tout ce qui est à usage unique, adopter donc des modes de déplacement à très faible empreinte carbone. Puis, faites-le d'une manière où c'est tellement le fun que vous êtes des agents positifs. Donc, on ne devient pas moralisateur ni nécessairement éco-anxieux, mais on le fait sans gêne, de ne pas avoir l'air d'être grippe-sous parce qu'on apporte son lunch, qu'on ne va pas acheter des trucs dans des contenants jetables. Donc, d'avoir cette fierté-là de s'assumer dans cette culture où on réduit son empreinte écologique, puis qu'on influence positivement nos parents, nos familles élargies, nos amis. Sur le plan politique, ça nous aide. Plus il y aura de personnes qui adoptent ces comportements-là, mais plus le message des citoyens, ça dit à leurs élus, allez dans cette direction-là. C'est ça qu'on veut aujourd'hui et demain. Super, merci beaucoup Marie-André pour ce message positif. C'est ce qui conclut l'activité d'aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont connectées pour y participer. Il y a plusieurs autres activités qui s'offrent à vous jusqu'à 19h ce soir. Je vous invite à consulter la programmation, donc toujours au www.lab22.org. La prochaine activité de la journée abordera les métiers et formations d'avenir en environnement avec Madame Blandine Aliaga, qui est agente de projet chez Enviro Compétences. Cette activité débutera à 11h15. Vous pouvez également visionner des capsules éducatives qui sont disponibles en tout temps sur le site Internet du Lab 22. Les capsules portent sur une variété de sujets relatifs à la transition écologique et peuvent servir de contenu éducatif à diffuser en classe pour faire vivre aux élèves des ateliers pratiques ou stimuler des discussions. Vous voulez faire bouger les choses à votre école? Invitez votre direction à signer le pacte de l'École québécoise pour passer de la parole aux actes et appuyer celui-ci en le signant vous-même pour démontrer votre appui au mouvement. Toujours les détails sur le site Internet du Lab 22. Avant de vous quitter, je tiens à remercier toute l'équipe et les collaborateurs, collaboratrices du Lab 22, ainsi que ses précieux partenaires. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. La transition se poursuit.